Je ne vais pas jouer les anciens combattants, mais je vais quand même revenir à 1981 et à la victoire de la gauche, ce que nous en attendions. Nous attendions naturellement des conquêtes sociales et la 5e semaine de congés payés et la retraite à 60 ans sont des acquis sur lesquels nous n'avons pas le droit de cracher. Nous n'attendions pas le blocage de nos salaires en 1982, une politique de rigueur et de nombreux autres méfaits de la politique de François Mitterrand et des siens, mais ce n'est pas l'objet de cet entretien. Ce dont j'ai envie de parler, c'est également une attente d'éthique du pouvoir. C'est-à-dire que nous sortions des années de droite avec, il faut bien l'admettre, de nombreux scandales immobiliers, une impression d'avoir des dirigeants qui n'avaient aucune notion du bien public, mais qui faisaient de la politique pour se servir et pour servir les intérêts des possédants. C'est l'image que nous avions de la droite, peut-être un peu manichéenne, sans doute injuste par rapport à certains dirigeants sincères, mais c'était quand même la grande ligne directrice. Et donc nous attendions de la gauche qu'elle nous donne totalement une autre image. Nous ne pouvions pas envisager que des dirigeants de gauche puissent se servir dans la caisse. Nous ne pouvions pas envisager que des dirigeants de gauche n'aient pas de respect pour le res publica, pour le bien commun. Pour nous, la gauche, ça allait être réellement une politique au service du plus grand nombre, avec une éthique du pouvoir qui était absolument incontestable. Nous avons eu en 30 ans l'affaire Urbain. Combien d'autres dirigeants socialistes dans les gestions municipales, dans les gestions de structures locales, compromis, pris les mains dans le pot à confiture. Nous avons eu les régions qui ont servi à placer énormément de permanents socialistes, mais aussi, comme nous le voyons dans les plus grosses fédérations du Parti socialiste, à Marseille et dans le Nord, des scandales absolument énormes. Guérini, vous ne pouviez pas échapper à une question. Mise en examen pour prise illégale d'intérêt, trafic d'influence, association de malfaiteurs. Il dénonce une justice aux ordres, une justice orchestrée par l'UMP. Vous partagez son point de vue ? Écoutez, je ne connais pas ce dossier, comme je le dis depuis maintenant des mois, qui est un dossier personnel qui touche M. Guérini. Moi, je vous répondrai deux choses, comme je l'ai toujours fait. Vous le savez, j'aspire à être présidente de la République, donc j'aspire particulièrement à respecter les principes de la République. La mise en examen nécessite que nous continuions à respecter et à défendre le principe et la présomption d'innocence. Ceci étant dit, à partir du moment où M. Guérini est dans une situation qui peut poser problème à son parti, je souhaite qu'il se mette en retrait du Parti socialiste comme de ses fonctions de président de Conseil général. C'est toujours ainsi que je pense qu'il faut fonctionner quand on pense que la situation dans laquelle on est peut gêner l'institution à laquelle on appartient et à laquelle on est très attaché. Tout de même, Madame Aubry, Harlem Désir qui assure... je vous remercie. Voilà, je vous remercie. Bon, alors, vous voyez, Olivier, voilà, c'est la manière de mettre fin à un entretien sans que l'on soit prévenu et l'on s'y attende, mon cher Olivier. Bon, vous reconnaissez que c'est pas terrible. Un peu cavalier quand même. C'est pas terrible. Il y avait d'autres choses à lui demander, notamment sur Ségolène Royal. C'est pas terrible. Madame Aubry n'avait pas envie que l'on continue plus en amont. Elle ne parler que de l'Allemagne, et bon, ben voilà, c'est dommage. Elle savait qu'elle ne pouvait pas échapper à une question sur Jean-Noël Guérini, mais une suffisait dans ces cas-là. Je vous souviens... Oui, parce que ce qui est frappant, c'est que Harlem Désir, qui donc pour l'instant assure l'intérim, comme premier secrétaire, est beaucoup plus sévère qu'elle. Il a dit, c'est la fin du système Guérini. Bon, ben on ne saura pas. À suivre. Merci Olivier Mazereux. Nous avions... Les hommes politiques, la parole prophétique. Ils nous disent aimer, aimer comme tuer. Ils nous disent trahir, trahir comme adorer. Cacapopo, cacapopo. Les hommes politiques, Cacapopo, cacapopo. leur eschatologie. Ils nous disent droiture, droiture comme forfaiture. Ils nous disent argent, facile et fausse facture.
bobo. Les hommes politiques, Bla bla bobo, bla bobo. c'est la leur art dialectique. Ils nous disent yaka comme Jacques a dit. Ils nous disent poker, poker menteur justice. Julien, on va profiter de votre présence sur ce plateau pour parfaire notre culture montre. On va faire un montre quiz. Dites-moi, quelle est la marque de cette montre? C'est une Omega, ça. C'est une Speedmaster Omega. Oh putain. Il est très connu parce que c'est la montre que portait le premier homme qui a marché Ah sur là la là, Lune. bah, c'est écrit là. Bravo. Ah non, mais il est super fort. On continue. Ça, c'est une Tag Heuer. Oh putain, absolument. C'est un modèle qui a été réédité récemment parce que, en fait, c'est une montre qui avait été portée par un pilote de course, je crois que c'était Jackie Stewart, Ouais. juste comme ça. Et par un grand acteur. Voilà. Et Steve McQueen. Nous avons donc constaté que finalement, y compris sur l'éthique du pouvoir, nous n'avons pas vu énormément de différences. Mais j'ai envie de dire, il y a également pour nous une éthique de la façon d'exercer le pouvoir au niveau du respect des libertés. Et c'est vrai que 1981 également a été une bouffée d'oxygène. Rappelons-nous quand même qu'avant il n'y avait qu'une chaîne publique. Rappelons-nous que le journal télévisé passait quand même par les ciseaux du ministre de l'Information. Rappelons-nous donc que toutes les radios libres, que les organisations syndicales, que les travailleurs en lutte réussissaient à monter étaient systématiquement brisées, bousillées par les CRS. Et c'est vrai qu'il y a eu un ballon d'oxygène de liberté. Mais si on parle de liberté, aujourd'hui, de quelle liberté parlons-nous quand on voit finalement que ce sont essentiellement des militants de gauche qui imposent une dictature du politiquement correct, qui empêchent totalement tout débat contradictoire, quand nous voyons, sans que je ne voudrais qu'on croie que ce soit une obsession, mais la dictature des antiracistes qui sont tous des gens qui viennent de la gauche, nous sommes obligés de constater quand même qu'au niveau des libertés, il y a une régression terrible. C'est mieux vous partez. C'est mieux vous partez. Il défend les mêmes idées. Oui, non mais oui, mais partez. Parce que je suis pas avec vous, j'ai pas envie d'être avec vous. Non, non, mais moi, Trottoir d'en face, vous avez dit trottoir d'en face, les gens trottoir d'en face. Retournez à votre manif, on est là. Je pense normal qu'un député de la nation, moi qui ai été en Grèce il y a un an, pour dire aux Grecs qu'il y a une autre solution, il y a une autre solution pour la Grèce. Ils n'ont pas le monopole, attention ils n'ont pas le monopole du soutien au peuple grec. C'est tout ce que je dis. Et je suis content d'être venu ici, malgré les intimidations des uns ou des autres. Malgré les intimidations. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu. Je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, mais on a le droit de venir. En fait, ce qui les gêne, quelque part, ce qui les gêne à cette extrême gauche, c'est que cette extrême gauche est en train de surfer sur le malheur des peuples. Et moi, je crois qu'on peut construire l'Europe autrement. Ni l'extrême gauche, ni le chaos en Grèce. En fait, ça les gêne quelque part qu'un député de la République vienne dire qu'il y a autre chose pour la Grèce. Non. Voilà. Donc, on voit bien que c'est une manifestation organisée. Mais il y a aussi une culture de l'éthique, c'est-à-dire une culture des convictions. Vous aviez, avant les années 81, des véritables militants de gauche. Vous aviez des gens sincères, désintéressés, qui consacraient leur vie pour le parti, sans forcément énormément de retour, avec des convictions chevillées au corps, avec le socialisme chevillé au corps. Qu'avons-nous vu à partir de 1981 ? Nous avons vu des carriéristes remplacer des militants. Nous avons vu des énarques qui avaient compris que la gauche étant au pouvoir, il valait mieux se tourner vers la gauche, qui aurait pu tout aussi bien faire carrière à droite. Nous avons donc vu le carriérisme remplacer le militantisme. Malek Bouti résume très très bien ce cheminement dans une vidéo que je conseille à nos lecteurs de regarder, où il explique aujourd'hui ce qu'est un jeune socialiste. Il explique qu'un jeune socialiste, c'est quelqu'un qui choisit une écurie présidentielle. Et c'est absolument pas quelqu'un qui se bat pour des convictions.
Il explique son cheminement. On commence au mouvement des jeunes socialistes, on est dans le syndicalisme étudiant, on devient attaché parlementaire, on monte dans l'appareil et finalement on a passé sa vie à faire de la politique sans jamais travailler. Si vous regardez par exemple le Parti socialiste, c'est quand même le plus grand parti de gauche en France, depuis qu'il a eu le pouvoir en 81, il recrute pratiquement plus personne qui vient des milieux sociaux. Il recrute personne qui vient des milieux antiracistes, de combat des droits de l'homme, du syndicalisme étudiant ou lycéen, du mouvement altermondialiste. Personne. Les jeunes socialistes, c'est souvent, je m'excuse de le dire, c'est déjà des apprentis bureaucrates. C'est déjà des jeunes, à 18 ans, ils rentrent dans le parti, ils se comportent comme les grands, ils ont leur courant, leur congrès, leurs cartes, leurs batailles. Ils connaissent rien à la vie. La plupart d'entre eux, on peut même dire qu'ils n'auront jamais une fiche de paye, par exemple. Ils connaîtront jamais de patron. Ils sont déjà dans cette vie d'appareil. C'est la capacité formidable qu'ont ces appareils politiques à s'autoreproduire, etc. Donc, quand vous venez du milieu associatif, en général, vous n'êtes pas trop apprécié dans le milieu politique. Donc, c'est pas vrai que ça ouvre les portes. Voilà. Si vous voulez vous voir ouvrir les portes, il vaut mieux faire une grande école, avoir un bon carnet d'adresses, faire partie d'une promo, comme on dit, avoir cet entre-gens et savoir manœuvrer. Je crois qu'aujourd'hui, la question globale, on va dire la plus grosse qui se pose au parti de gauche, c'est comment être encore de gauche dans la mondialisation, comment tenir ce monde envahi par le capitalisme et le libéralisme. Et je crois que l'immigration, en fait, c'est ce qui symbolise ça. Mais pas qu'en France, dans pratiquement tous les pays européens, c'est la même question. Et je pense que le Parti socialiste a fait une erreur gigantesque, une erreur politique majeure en n'acceptant pas d'ouvrir le débat. Pas de dire que j'avais raison, puisque j'ai fait un rapport. J'ai pas toutes les meilleures idées du monde, mais j'avais une certaine conception. Je crois que l'opinion publique, si depuis 3 élections présidentielles le Parti socialiste perd, il perd sur cette question. Il perd sur cette question, non pas parce qu'elle est la plus importante, pas parce que les Français sont racistes, c'est débile de dire ça, parce que quelque part, c'est la preuve de son incapacité à concevoir le monde tel qu'il est aujourd'hui. La réalité de la gauche, dans toutes ses composantes, c'est qu'elle est très forte pour vous parler de l'histoire. Elle a une vision du monde, mais qui s'arrêtait aux années 70. Et elle ne connaît plus, elle ne comprend plus le monde actuel. Et c'est pas pour rien si c'est le sujet le plus contradictoire, le plus délicat, le moins manichéen, l'immigration, sur lequel elle ne veut pas parler. Parce qu'elle ne sait pas quoi dire. Parce qu'elle se dit, si je dis du bien, je perds tel électorat. Si j'en dis du mal, je perds tel autre électorat. Ils ne savent pas, ils n'ont plus cette mécanique, cette dynamique. Donc, l'histoire de ce rapport sur l'immigration et de la manière dont le PS a été totalement tétanisé, je ne m'y attendais pas moi, est très révélateur du fait que ça reste, à mon avis, le point mort, on peut dire, de la vision qu'ont la gauche, mais au-delà de ce point mort, je crois que tant que la gauche n'acceptera pas d'ouvrir ce débat et d'y apporter une réponse, elle ne gagnera jamais l'élection présidentielle. J'en suis certain. Je trouve qu'il y a un respect du peuple également à avoir et un respect de la démocratie. Quand par exemple un Dominique Strauss-Kahn se permet de dire en 2005, après le référendum sur le TCE, dans cette affaire il y a eu 2 grosses conneries. Nous avons fait une première connerie en demandant à Jacques Chirac de faire un référendum, et Jacques Chirac a fait une deuxième connerie en nous disant oui. Je trouve que là, on est dans tout le cynisme et dans toute la dégénérescence socialiste, le mépris de l'expression populaire. Quand ces mêmes socialistes, en 2008, main dans la main avec Jacques Chirac, violent encore plus ouvertement le scrutin majoritaire du peuple français en faisant ratifier Lisbonne, on a atteint le point de non-retour. Dans un excellent livre de George Orwell, La ferme des animaux, ce livre a été écrit en 1947, nous avions quelque chose d'assez similaire. C'est-à-dire que vous aviez les animaux qui, dans une ferme surexploitée par les hommes, les animaux prenaient le pouvoir. Ça ressemblait énormément à la révolution d'octobre de 1917. Et naturellement, ils prenaient le pouvoir avec des principes égalitaires. C'est-à-dire que travail égal, salaire égal, etc. Et puis, rapidement, on constatait qu'il y avait quand même une certaine caste qui s'arrogeait des pouvoirs. C'était les cochons. Les cochons, parce qu'ils étaient intelligents, parce qu'ils avaient besoin de stratégie, parce qu'ils avaient besoin de réfléchir, étaient dispensés de travail. Et puis les cochons étaient dispensés de travail, et non seulement ils étaient dispensés de travail, mais ils étaient les seuls qui avaient le droit de boire du lait. Parce que le lait, permet-il, fertilisait leur intelligence. Et donc on arrivait totalement à l'imitation de la bureaucratie soviétique à l'Est, mais peut-être un petit peu de l'imitation de la bureaucratie socialiste en France. Et puis, au fur et à mesure que le temps passait, les cochons voulaient sortir de leur isolement et finalement voulaient se rapprocher des humains. Et il y avait une rencontre historique entre les dirigeants des cochons et les dirigeants des humains. Et les animaux stupéfaits les voyaient autour de la table et finalement n'étaient plus capables de distinguer quels étaient les humains et quels étaient les cochons.
Ne pourrait-on pas dire de ce roman que si on remplace les cochons et les humains par les socialistes et l'UMP, on a aujourd'hui à peu près la même conclusion? Comment reconnaître un UMP d'un socialiste? Moi, je ne sais plus faire. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance.